Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans W. C'est le tout premier épisode. On avait fait un épisode 0 il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, si vous regardez ça un peu en retard. Un épisode introductif à ce que vous allez trouver sur la chaîne et à qui je suis et pourquoi la WNBA et tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, on attaque enfin le vif du sujet avec un format que vous allez retrouver de temps en temps sur la chaîne. Un format de débrief des matchs, débrief un peu tactique, débrief profil de joueuses, etc., etc., profil d'équipe, système de jeu et tout, un truc un peu fun. Et puis on va parler de pré-saison, là, parce que finalement la saison de WNBA n'a pas encore commencé. Je crois qu'elle commence, si je ne me trompe pas, le 17 mai. Donc on a des choses à dire sur la pré-saison, quand bien même l'échantillon de pré-saison, on le sait, n'est pas hyper significatif sur le niveau de jeu, non seulement des joueuses, mais aussi des équipes. Mais c'est quand même une période de test pour les coachs, pour les rosters, pour s'habituer aux principes et à la philosophie de jeu qu'elles vont essayer d'avoir sur tout le long de la saison. Donc c'est quand même intéressant de regarder ces matchs, d'autant plus qu'ils sont gratuits sur le League Pass de la WNBA avant le démarrage de la saison. On va pas parler de tous les matchs, on va faire un focus sur une joueuse dans un match en particulier. C'est l'affiche qui a opposé Indiana Fever sur son parquet face aux Mystics de Washington. C'est une affiche qui m'a beaucoup plu, qui avait lieu assez tôt d'ailleurs dans la pré-saison. C'est pas un match tout à fait récent de la nuit dernière. Et la joueuse sur laquelle on va particulièrement insister, c'est Jade Melbourne, une joueuse plutôt jeune dans l'effectif des Mystics, australienne de nationalité, plutôt sur les postes 1-2, avec de grosses capacités défensives, comme vous allez le voir, et un petit peu de playmaking qui n'est pas inintéressant dans le plan de jeu des Mystics et surtout dans le projet des Mystics. On va en reparler petit à petit, mais dans le projet des Mystics, ça fait sens d'avoir une joueuse de cette qualité-là dans l'effectif. On va basculer dans le débrief, c'est parti, on lance la vidéo, et donc on est sur ce match qui oppose le Fever sur son parquet face aux Mystics de Washington. Deux ambitions très différentes sur ces équipes. Une ambition de play-off à minimum, peut-être de passer un tour du côté du Fever, qui a fait de grosses acquisitions cet été, notamment avec Dewana Bonner, la vétéran scoreuse qui était avant ça au Connecticut Sun, et également avec Sophie Cunningham, qui était sixième joueuse en sortie de banc pour le Mercury. Ces deux renforts de taille, vraiment, du côté du Fever. Il y a d'autres joueuses qui sont arrivées dans cet effectif pour compléter une équipe qui était relativement jeune, un projet qui arrive à maturation sur sa reconstruction, peut-être pas tout à fait à 100% de ses capacités, à voir. Dans le développement notamment, j'en ai parlé dans l'épisode 0, puisque le Fever est une des équipes que je vais suivre, en tout cas sur le début de saison, mais sur le développement de l'axe Caitlin Clark au poste 1, donc cette meneuse héliocentrique dépositaire du jeu du Fever, qui est en plus absente sur le match qu'on va débriefer ensemble, et l'axe qu'elle forme avec donc Alia Boston, intérieure qui était sophomore la saison dernière et qui est dans sa troisième année maintenant, si je ne me trompe pas. Bon allez, c'est parti. On lance les rushs. Première action, donc le Fever à la balle, et Jade Melbourne est ici. Vous la voyez, elle est juste là, c'est elle. Et donc, vous allez voir, ce qui me plaît chez elle, en fait, est manifeste sur ce tout début de possession. Vous allez voir donc les petits pas en défense ici pour conserver l'espace, mais pas en donner trop. Donc éviter le pull-up à 3 points et en même temps éviter de se faire prendre de vitesse sur un premier pas agressif au drive. Vous allez voir qu'elle gère à merveille la pression de l'attaquante adverse. Et du coup, ça fonctionne. Et moi, ça me plaît beaucoup. Parce que derrière, on a donc une tentative de drive sur la main gauche. Elle suit très bien l'action. Elle lève les bras dans son cylindre, pas de faute. Et derrière, qui remonte la balle? Jade Melbourne, encore elle. C'est pas la dépositaire réelle du jeu, c'est pas la créatrice primaire de cette équipe des Mystics. Le problème en plus avec Washington, c'est que on a finalement peu de création. On s'en est rendu compte sur les matchs de pré-saison pour en avoir discuté un peu en ligne avec des gens qui suivent la WNBA depuis plus longtemps que moi. Rappel, c'est seulement ma deuxième saison de WNBA. Mais pour en avoir parlé un peu en ligne avec des gens qui suivent la ligue, c'est une joueuse qui est capable d'avoir du playmaking, mais c'est surtout le Mystics. Les Mystics qui manquent de playmakers, qui manquent de créatrices, de génératrices de jeux offensifs. Et donc, en l'absence de cette création, disons, primaire, des joueuses au profil de Jade Melbourne sont capables de prendre la suite. Et Jade va le faire, notamment sur ce match. Donc, transition, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Quelque chose que j'adore chez elle, cette volonté de mettre du rythme, de mettre de l'intention, de l'intensité dans l'attaque et de
finalement profiter du recul, on va re-regarder cette action, mais profiter du recul et d'un placement peut-être pas encore tout à fait organisé de la défense adverse. Ici, celle du Fever qui va s'ajuster en cours de match, évidemment. Mais là, on voit bien, on met la pression. Alia Boston est obligé de revenir en aide et du coup, pocket pass. Et ça fonctionne super bien. 2 points très faciles sous le cercle. Pocket pass juste là. Hop là, c'est canon. Et la numéro 44 qui est capable de finir tranquillement l'action au cercle avec un lay-up facile. Encore de la défense, on a Jade Melbourne qui est ici. Et là, ce qui va être vachement intéressant, c'est sa notion, en fait, c'est sa capacité à casser le spacing juste parce que les joueuses du Fever savent à quel point elle est douée pour les close-out. Donc ici, sur la shooteuse qui est ici, elle est capable de faire le close-out et en même temps de rester une menace non seulement sur la couverture d'un éventuel pick and roll qui partirait à gauche, c'est pour ça que la joueuse ici part à droite, et aussi sur le fait que sa position ici entre la raquette et la joueuse à 3 points lui permet de garder un œil sur l'intérieur qui va récupérer la balle, hein, vous allez le voir. Pick and roll qui va être joué sur l'intérieur. Hop là, il y a un mismatch, on le voit. Le switch a été concédé. Mismatch de taille entre la grande intérieure et la guard des Mystics ici. Mais la présence de Jade Melbourne rend difficile, en réalité, la connexion entre la guard et son intérieur pour la résolution de l'action de manière facile, c'est-à-dire un post-up, grosso modo, de l'intérieur du Fever sur cette action-là. Et en fait, Jade Melbourne, sa présence suffit à dissuader. Et ce qu'on préfère faire, du coup, c'est écarter pour provoquer le close-out. Comme il y a un close-out, on se dit Jade Melbourne va suffisamment être à distance. La 51 du Fever va venir se placer ici à 45 degrés pour créer le spacing nécessaire au post-up et éviter du coup une aide trop facile. Mais que va faire Jade Melbourne? Elle va quand même aider et elle va provoquer l'interception. Et ensuite, du coup, remonter du terrain, on l'a vu avec l'action précédente, hein, remonter du terrain, le truc classique Jade Melbourne, j'ai l'impression, remonter du terrain avec beaucoup de vitesse, beaucoup de pression mise sur cette défense, et notamment d'agression sur les lignes de draft centrales vers la peinture. Donc ça, moi, j'adore. Sur ces 2-3 premières actions du match, je suis déjà conquis, parce qu'en fait, on a un profil qui est très intelligent en défense, et qui en plus met de la pression en attaque, et une pression, j'allais dire, bienvenue, quoi, parce qu'il ne faut pas laisser la défense du Fever s'installer, parce qu'il y a un mismatch, vous l'avez vu, hein, de taille entre la taille de l'effectif du Fever et la taille de l'effectif des Mystics. Sur l'action suivante que j'avais sélectionnée, donc on est en sortie de temps mort ici, on a Jade Melbourne qui est placé ici dans l'angle, qui va revenir à 45. Il y a un dribble end-off qui est fait. On repasse à la guard. Et ici, Jade, elle va avoir le bon instinct de couper. Malheureusement, elle coupe un tout petit peu trop tard et son intérieur n'est pas capable de lui faire la passe. Mais j'ai bien aimé cet instinct de couper pour aller chercher encore une fois un panier facile dans une défense qui est relativement bien étirée par le spacing et la géométrie de l'attaque des Mystics. Donc là, vous avez vu sur cette action du Fever, donc possession Fever, la guard remonte la balle, une sorte d'écran en haut avec un dribble end-off. Et ici, on a Lexi Hull qui va venir faire un cut, backdoor. Et vous allez voir que le Fever, ils vont adorer faire ça tout le match. Et je pense que ça va faire partie de leur identité tactique la saison prochaine, la saison qui arrive. C'est, je trouve, hyper intéressant. C'est souvent du côté droit du terrain d'ailleurs que ça arrive. Simplement parce que si on doit faire des passes dans la diagonale du drive, eh bien, c'est beaucoup plus facile de les faire sur la main droite si votre meneuse est droitière. Et du coup, ça fait tout, ça prend son sens, quoi. Donc, on a effectivement ce drive qui va se dérouler juste n'importe quoi, ce cut juste ici. Ça fonctionne pas et du coup, la défense qui s'est bien ajustée, la défense des Mystics qui s'est bien ajustée sur cette possession, concède certes un tir, mais un tir difficile. Et du coup, c'est tout bon, c'est tout gagné. Ici, lecture très simple en transition, on l'a vu. On met de la pression sur la défense qui se regroupe et du coup, qui s'amalgame dans la raquette. Ça crée de l'espace suffisant pour que derrière, Dewana Bonheur ne soit pas capable de faire le close-out à temps. On trouve de l'adresse à 3 points dans le corner. Ficelle, on est tout bon. J'adore. Playmaking tout simple de la part de Jade. On drive sur le centre, kick, on dégage.
ça rentre à 3 points. Moi, je prends ça tous les jours. Je prends ça tous les jours. C'est très efficace, ça fonctionne très bien, ça me va très bien. Possession Fever, cette fois-ci, vous allez revoir, je crois, un cut à 45 degrés cette fois-ci. Et là, c'est conclu. Super timing entre Sophie Cunningham et Lexi Hull. Donc, c'est Sophie Cunningham qui ponctue l'action sur une passe de Lexi Hull. Donc, numéro 8 pour Sophie Cunningham, numéro 10 pour Lexi Hull. Ça aide à les différencier parce que tous les deux des têtes blondes à queue de cheval. Donc, c'est pas toujours facile de loin de les différencier. Elles font exactement la même taille et tout. Mais super timing. Et en fait, le stretch ici ne permet pas à Jade de contrer l'attaque et de couper la ligne de drive. Ce qui est intéressant sur cette action, en plus, c'est de voir à quel point le positionnement de l'intérieur du Fever empêche l'intérieur des Mystics de pouvoir drop suffisamment pour couper la ligne de passe ou de couper le drive à 45 degrés. Donc il y a un drive qui va s'effectuer ici. Et en fait, la façon dont roll et dont part de très haut l'intérieur sur le dribble end-off permet en fait d'ouvrir complètement la ligne de drive à 45 degrés. Donc ça fonctionne très bien. Et en fait, le Fever va plusieurs fois dans le match tenter ce type de système avec des configurations et des positionnements de leur intérieur différentes sur le terrain. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionneront moins bien, on va le voir. Mais sur ce coup-là, ça fonctionne bien. Et en plus, bon, la passe rebond est vraiment canon. Moi, j'ai adoré cette possession. Je veux bien la revoir autant que faire se peut cette saison, s'il vous plaît, Indiana. Et en plus, en imaginant qu'avec Caitlin, ça va être encore plus fin en termes de passe et de playmaking, peut-être plus rapide aussi dans l'exécution, ça va être vraiment top, quoi. On enchaîne toujours avec de la rim pressure de notre Jade, qui trouve à 45 degrés le spacing. Malheureusement, Sonia Citron, qui est donc cette joueuse-là, rookie cette saison avec les Mystics, sur un profil, j'allais dire, sur ce match-là, je trouve relativement similaire, en tout cas dans la psychologie basket, dans le mental qu'elle a sur le terrain, beaucoup de grit, beaucoup d'efforts, beaucoup de hargne, ça j'aime beaucoup, et du coup ça fonctionne bien avec notre camarade Jade Melbourne, mais petit manque d'adresse sur ce shoot, hustle tout de même de l'intérieur, pocket pass, et puis très bonne finition, hyper technique de Citron au cercle. Bonne circulation, et là vous allez voir qu'en fait, ce qui commence ici, c'est une bataille que vont se livrer Dewana Bonner et Jade Melbourne tout au long du match, et que j'ai adoré, parce que c'est une bataille qui est vraiment super intense. Et en fait, cette bataille, vous allez voir, Dewana Bonner a bien compris que sur ce match-là, Jade Melbourne allait être, disons, une des sources d'attaque des Mystics principales. Jade Melbourne va clairement essayer de rechercher l'intérieur ici, parce qu'il y a un tout petit mismatch et que, en fait, la joueuse du Fever en défense n'est pas tout à fait entre le ballon et sa joueuse ni derrière pour empêcher le post-up. Donc Dewana Bonner a un œil là-dessus, elle suit l'action, et vous allez voir, elle anticipe la passe, donc l'intérieur reste ici. Jade a bien vu le décalage de son ailière, ou de son arrière d'ailleurs, a bien vu en passant derrière son intérieur pour se servir de sa présence et de sa corpulence, donc de sa taille, pour faire écran. Et retard sur la navigation d'écran de Lexi Hull ou de Sophie Cunningham, ça doit être Lexi Hull ici, retard pour close out. On se dit la passe est excellente. Effectivement, en vision et en lecture là, de la part de Jade, c'est très bon. Mais Dewana Bonner avait tout vu. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, interception, ou en tout cas deflect de la part de Dewana Bonner, qui se tape dans les mains parce que c'est une grande compétitrice. Sur la possession d'après, on a qui shoot de Dewana Bonner, close out, excellent close out de notre ami Jade Melbourne, échec sur ce shoot qui ne trouve pas les filets. Et l'animosité entre les deux, ou en tout cas sur ce match-là, va continuer de monter. Toujours pareil, très bonne lecture de Dewana Bonner, qui cette fois-ci est en défense sur Jade Melbourne. Donc le Fever a compris en fait assez vite dans ce match, parce que là on doit être à la fin du premier carton ou dans le deuxième carton. Le Fever a compris très vite que réussir à contrôler Jade Melbourne, c'était priver les Mystics de 50% de leur création, voire même plus. Et du coup, ils vont mettre de la taille et de la hargne sur son rable. Et on a soit Sophie Cunningham, soit Dewana Bonner qui vont s'occuper d'elle. Deux joueuses qui sont plus expérimentées,
qui sont beaucoup plus grandes et qui ont suffisamment d'envergure pour gêner Jalen Brown dans ses déplacements, dans ses prises de tir et dans ses initiatives, mais aussi couper les passes à direction de Jalen Brown. Et ça, c'est vachement intéressant, cet ajustement en match du Fever, c'est de contrôler absolument ce qui va se passer du point de vue de la création des Mystics et donc taper là où ça fait mal, puisqu'on l'a déjà dit, les Mystics ont peu de création disponible sur le terrain. Et donc là, on va voir que Jalen Brown est ici sur le terrain, un petit peu plus à droite. On a Dewana Bonner qui suit l'action. Elle sait très bien que l'objectif de cet intérieur, c'est de servir soit ici, soit par-dessus Jane Melbourne sur son drive, sur son cut. Je vais pas y arriver. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Interception parce que Dewana Bonner est absolument immense. Possession suivante, on a Lexiel qui va tenter un drive ici compliqué dans le trafic. Il y a un gros trafic là du côté des Mystics avec ni plus ni moins 4 joueuses à l'intérieur, voire même les 5 joueuses à l'intérieur de leur zone. On a 2 joueuses dans la raquette et puis 2 autres joueuses sur le Lexiel et notamment Jay Melbourne qui est juste ici. La navigation d'écran est plutôt bonne, il y a un tout petit retard. Mais en réalité, ce retard va être comblé. La pression physique va suffire pour que Lexiel rate son lay-up, rebond, et tout de suite, on met sous pression la défense du Fever sur le repli. Et qui se frite? Ni plus ni moins que Dewana Bonner et Jane Melbourne, qui continuent à s'envoyer pendant ce match de pré-saison avec une grosse intensité. J'adore. Donnez-moi ça toute la saison. J'adore. Le Fever à nouveau en attaque. Ils aiment bien avoir comme ça une grande en tête de raquette, voire même derrière l'arceau, voire même les deux. Vous avez vu, il y a quand même un spacing relativement grand. On essaie de jouer derrière. Shoot difficile, mais pourquoi le shoot est difficile pour Dewana Bonner? On le rappelle, elle est plus grande que Jane Melbourne, mais la défense de Jane Melbourne est tellement bonne que en réalité, ça close, main dans le cylindre, on lève les bras et ça suffit pour que Jane Melbourne ne trouve pas le tir. Malheureusement ou heureusement pour le Fever, les Mystics n'arrivent pas à sécuriser le rebond offensif et lay-up facile. Mais effort défensif que j'ai adoré de Jade Melbourne sur la joueuse, sur Dewana Bonner en plus, qui n'est pas n'importe qui en termes de scoring. Donc là, à ce moment-là du match, moi j'ai le profil de Jade Melbourne en tête et clairement, elle rentre très fort, entrée fulgurante dans mon tiers dans mon groupe de chouchous de joueuses WNBA aux côtés de Dijonais Carrington ou de Marina Mabrey par exemple. Mais Jane Melbourne, gros coup de cœur. Et du coup, j'en ai parlé en regardant ce match et en regardant un autre match des Mystics pendant la pré-saison. J'ai dit sur Twitter, dis donc, Jane Melbourne, c'est pas mal. J'aime beaucoup quand même. Je suis assez séduit et conquis par les compétences qu'elle montre sur le terrain. Vous savez que j'adore, enfin vous savez peut-être, mais j'adore la défense. J'adore les joueuses et les joueurs qui sont capables d'imprimer une intensité défensive et qui ont un playmaking défensif important. Et j'adore en plus les joueurs et les joueuses qui, du côté offensif, proposent des choses et ont un volume soit de distance parcourue sur le terrain et donc d'opportunités proposées aux créateurs et aux créatrices qui les entourent, soit les joueurs et les joueuses qui ont un aspect offensif intéressant et particulier, comme par exemple la finition au cercle, la rim pressure ou au contraire le tir à 3 points, l'adresse, etc. etc. Et Jade Melbourne rentre complètement dans cette catégorie de joueurs et de joueuses avec une intensité défensive, une intelligence défensive qui est réelle, qui est en plus, je trouve, quasi élite, ou presque, ce sera confirmé sur ce que je vais voir sur le reste de la saison. Et en plus, du côté de l'attaque, elle prend ses responsabilités, elle met du rythme. Sur ce match-là, elle est quasiment dépositaire du jeu des Mystics, en tout cas quand elle a la balle en main. Elle est quasiment responsable de toutes les intripasses des possessions dans lesquelles elle est sur le terrain. C'est beaucoup de choses qui sont très séduisantes à mes yeux, et clairement. Allez, on retourne sur les rushs. On a une remontée de balle et une passe sublime en transversale de Jane Melbourne. Franchement, vision, capacité de faire la passe, précision de la passe. Je vous dis, ça fait beaucoup de choses que j'adore chez une joueuse, quoi. Et l'action se conclut positivement pour les Mystics. On a une nouvelle action côté Fever. Donc vous avez vu, on a un côté là-bas qui est bien peuplé. On a un pick and roll qui s'installe. Toujours Dewana Bonner et Jade. Jade va essayer de naviguer l'écran proposé par Dewana Bonner pour Sophie Cunningham. Le geste, on s'attend à ça. Ou bien à une passe
qui va en direction de l'intérieur qui est ici. On va faire une petite lecture. Drive, feinte. On retrouve, vous avez vu ici, la coupe de Lexeal. On avait vu ça sur des actions précédentes dans le match. Je vous ai dit que le Fever allait en proposer plusieurs. Ici, coupe. Mais heureusement, l'intérieur était placé relativement bas, donc la coupe ne sert à rien. Et la défense des Mystics arrive à concéder un shoot, mais encore une fois, un shoot relativement moyen pour le Fever. Et du coup, ça ne rentre pas, quoi. Nouvelle action des Mystics cette fois-ci, on passe en seconde mi-temps. On a un dribble end-off et une forme de pick and roll très excentrée qui se joue. Il y a une ouverture ici avec du coup l'écart concédé et l'écart concédé, la séparation faite, mais difficile de faire cette passe. Il faut s'appeler clairement Paige Buckers ou Caitlin Clark ou d'autres meneuses de très haut talent dans ces jeunes générations de la WNBA. Donc on va temporiser, il reste encore quelques secondes sur l'horloge, tranquille, on va temporiser. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que comme on a concédé le switch sur le pick and roll en début de possession, ici, donc on a un écran de la grande pour la petite, on concède le switch, et là, regardez, qui fait le geste de jouer dans cette direction pour que la passe arrive à l'intérieur qui est ici? C'est notre Jade Melbourne qui a lu qu'il y avait un mismatch et qui fait signe, qui demande à sa camarade de faire la passe vers l'intérieur, et on va voir que c'est exactement ce qui va se passer. Passe par-dessus, c'est fini, et malheureusement, très bon retour. Encore une fois, très grosse intelligence défensive de DeWanna Bonner, qui n'est pas en reste vraiment sur les efforts défensifs sur ce match-là. C'est vraiment kiffant de voir quelqu'un qui est autant responsabilisé en attaque faire autant d'efforts. Et du coup, elle va quitter sa joueuse qui est ici et venir en aide à l'intérieur dès qu'elle voit que la passe part. Et c'est le contre. Le contre, ou en tout cas la déflexion qui suffit à annihiler l'attaque des Mystics sur ce coup-là. Possession, du coup, en transition du Fever. Et ce qui se passe sur cette possession, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en tout début de match. Donc, le Fever remonte sa balle. Et ici, vous allez le voir, vous avez donc DeWanna Bonner dans le corner à 3 points, Aliyah Boston au poste, Jade est ici. Et en fait, Jade, on va le voir souvent dans le match, prend un malin plaisir à venir un petit peu doubler sur Aliyah Boston pour provoquer les pertes de balles ou provoquer la difficulté du shoot qu'Aliyah Boston peut prendre à l'intérieur. Aliyah Boston sait très bien finir, c'est vraiment une pivot de très très bonne qualité. Et l'objectif, c'est de la mettre en difficulté sur le moindre shoot qu'on concède au post-up à l'intérieur. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Close out, on lève le bras, et là, tout de suite, on vient en aide. DeWanna Bonner est un petit peu lente pour créer le spacing ici. La rotation du Fever se fait pas forcément ultra rapidement pour espacer les joueuses et demander aux joueuses des Mystics de quitter la raquette pour que Aliyah Boston ici puisse travailler tranquillement. On a une autre joueuse qui est dans la raquette et qui prend son temps pour sortir un peu et laisser Boston travailler. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a Jade qui vient gêner ici Aliyah Boston sur sa prise d'appui, et du coup, shoot casse-croûte, ça sort, et en plus, c'est elle qui touche en dernier le ballon et qui le perd. Là, j'aime beaucoup ce qui transparaît de Jade Melbourne sur cette remise en jeu. C'est tout simplement en fait un côté un peu malicieux, quoi, une ingénuité sur la remise en jeu. On voit très bien que ce qui est prévu ici, donc, c'est qu'on a un écran grand-petit avec Sonia Citron qui curle en direction de la remise en jeu, et on imagine que la course que Jade Melbourne va faire va être la course inverse pour venir proposer une solution ici dans le trafic et mettre les 3 joueuses du Fever dans le bordel et dans le chaos que vient de créer les Mystics avec cette remise en jeu. Et en réalité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le contre-pied et elle va venir ici, directement se positionner backdoor au dunker spot pour récupérer la balle. La défense du Fever va très bien suivre, et comme il y a un mismatch de taille et que le Fever domine avec beaucoup plus d'envergure et de taille sur les Mystics, ça va finalement pas très bien fonctionner, vous allez le voir. Et tout de suite, c'est couvert par qui? DeWanna Bonner qui vient en aide et qui switch. Très bonne décision.
Le Fever a complètement contrôlé et très bien défendu cette possession. Et derrière, on re-signe l'attaque. Dewana Bonner attaque. Très bonne passe, super lecture d'Alia Boston ici. Et on retrouve Lexiul à 3 points. Ça, c'est carré dans l'axe. Et ça démontre toutes les qualités de playmaking d'Alia Boston. Toutes les capacités, sinon de playmaking, en tout cas de lecture d'Alia Boston, qui est capable, quand elle est au poste, de trouver des joueuses qui sont démarquées, de regarder autour d'elle et de prendre des décisions qui sont très bonnes en réalité. Et cette prise de décision, elle est importante dans le projet du Fever, parce qu'on parle d'une joueuse qui arrive donc dans sa 3e saison, qui a autour d'elle des scoreuses comme Sophie Cunningham, Dewana Bonner et Caitlin Clark, qui a des passeuses comme Caitlin Clark et Sophie Cunningham, qui est d'ailleurs plutôt aussi une bonne créatrice offensive. Et donc, il faut qu'elle soit au niveau. Il faut qu'elle soit au niveau. Et avoir cette capacité de lecture en attaque, bah, c'est plutôt bienvenu. Bienvenu, surtout quand on connaît ses facultés de plutôt correctement finir au cercle. Ça fait un bagage offensif pour Alia Boston qui est super intéressant pour le Fever. Et je ne serais pas étonné que le Fever ait des ambitions certaines en playoff cette saison. En tout cas, le recrutement le montre clairement. Clairement, quand tu vas chercher des Dewana Bonner et Sophie Cunningham, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire de la figuration. Nouvelle possession côté Mystics. On a une navigation d'écran ici qui est rendue difficile à Lexi Hull. Sonia Citron va essayer de récupérer la balle. Et on a ici Jane Melbourne pour le spacing qui va, on l'imagine, aller dans le corner. Peut-être, peut-être pas, je ne sais plus. Je vais voir ça avec vous tout de suite. C'est parti pour la résolution de ce système. Récupération de la balle très haut. Dribble and off, tentative de cut, plutôt bonne d'ailleurs, ici. Le cut un peu à la Fever, qui est plutôt bonne. On ne fait pas, malheureusement, la passe. Ça, c'est un peu dommage, parce que pour le coup, c'était très ouvert, quand bien même Sophie Cunningham vienne, ou Lexi Hull d'ailleurs, viennent couper en aide avec l'intérieur derrière. Il y avait quand même l'extra passe pour l'intérieur qui se faisait, et on aurait pu avoir une résolution de l'action comme ça. Mais en réalité, on va temporiser. Sonia Citron va encore temporiser. On écarte sur Jane Melbourne, mais malheureusement, ce qui est intéressant ici, c'est la manière dont va coulisser et communiquer la défense du Fever, que j'ai vraiment trouvé excellente sur cette action, et notamment sur la triangulaire de joueuses qui est ici. Là, vous allez voir qu'entre ces trois-là, ça fonctionne très bien en défense. Il y a zéro problème. Ça coulisse très bien ici. On ne concède pas le switch, on navigue très bien l'écran, on lève les bras pour éviter la passe, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et là, Dewana Bonner, avantage de taille, il n'y a aucun mismatch qui est créé tout au long de l'action. Même au début de l'action, côté faible, donc côté gauche du terrain, vous allez voir, il y a tentative de chercher le switch qu'on obtient d'ailleurs. Le Lexi Hull et Sophie Cunningham donnent le switch. Littéralement, elles s'envoient les joueuses. Regardez ici, elles s'envoient les joueuses. Et puis ensuite, on est bon. Pas de shoot créé, pas de mismatch concédé. On est ravis côté Fever. Alia Boston en tête de raquette, drive, kick-out, Sophie Cunningham à 3 points. Qui a fait le close-out pour rendre difficile le shoot de Sophie Cunningham? Je vous le donne en 1000, c'est notre amie Jane Melbourne. On va le voir tout de suite. Elle est ici, Jade. Elle va faire un close-out rapide tout en venant aider, comme d'habitude, sur Alia Boston. Très bon close-out. Échec. Récupération tout de même de la part de Lexi Hull pour le Fever. Et là, toujours l'aide sur Alia Boston de Jade Melbourne. Interception, transition. Et qui se frite? C'est notre duo préféré du match. Dewana Bonner et Jade Melbourne. Et ça, on adore. Bon coup de coude de Dewana Bonner sur Jade Melbourne. Bon coup de coude des familles. C'est la pré-saison. On adore. On continue avec nos deux joueuses préférées sur ce match-là. Dewana Bonner ici. Jade Melbourne en défense. Mismatch au minimum de taille. Dewana Bonner est beaucoup plus grande et a beaucoup plus d'envergure. C'est un peu comme si Devin Booker défendait sur Kevin Durant pour faire un parallèle avec la NBA, mais il y a vraiment une envergure chez Dewana Bonner. Et en plus, c'est une excellente scoreuse en post-up. Donc bon courage à Jane Melbourne, mais du courage, elle en a. Aide de son intérieur tout de même pour empêcher que Dewana Bonner puisse se retourner de ce côté et avoir un peu d'espace pour shooter face au panier. Du coup, post-up vers la ligne de fond. Et là, très bonne défense de Jade Melbourne qui, en plus, obtient la faute offensive.
Moi, clairement, cette rivalité à l'intérieur du match entre Dewana Bonner et Jamel Bourne m'a absolument régalé de bout en bout. Et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans la WNBA la saison passée. Quand on dit que cette ligue est compétitive, c'est pas juste il y a peu d'équipes et le niveau moyen est très élevé comparé aux autres ligues où parfois le fait qu'il y ait beaucoup d'équipes a tendance à faire baisser le niveau des role-players, par exemple, ou des rotations à partir du sixième ou du septième homme. Là, dans cette ligue, non seulement le niveau moyen des joueuses est plus élevé en relatif par rapport aux autres ligues, mais surtout, les compétitrices à l'intérieur de cette ligue, à l'intérieur des équipes, le mental qu'elles ont, ce qu'elles sont capables d'aller chercher sur un terrain et de fournir pour leurs équipes en termes d'effort et d'intensité, là, c'est la pré-saison. Hein. C'est la pré-saison. J'adore. J'adore. Et comment ne pas aimer? Comment ne pas aimer, franchement? Il faudrait vraiment pas aimer ce sport pour ne pas aimer cette ligue. Clairement. Dribble and off entre Boston et Cunningham. On ressort pour, on ressort pour Boston. Et là, cette fois-ci, tout à l'heure, c'était côté droit les drives à 45, les cuts, pardon à 45. Cette fois-ci, c'est de ce côté-là. Ça fonctionne très bien. On trouve le shoot de Lexi Hull. Malheureusement, très bonne défense. Et du coup, ça ne fonctionne pas. On va revoir rapidement cette action. On a donc end-off. On revient sur Boston parce qu'ici, ça ne fonctionne pas. Jade Melbourne, ici, couvre bien Sophie Cunningham et l'empêche d'attaquer. Il y a une aide éventuelle, mais pas besoin parce que le mismatch concédé sur le cut n'était pas si gros que ça. Donc, pas de problème côté Mystics pour annihiler cette attaque du côté du Fever. On retrouve les Mystics cette fois-ci dans le camp des Fever. On a un bon cut ici de Siona Citron, un petit peu tardif pour faire la passe, donc ça ne se fait pas, hein, tout simplement. Jade Melbourne récupère la balle, et puis tout simplement, le kick-out. On avait déjà vu une forme d'action de ce type sur la première mi-temps. Il y a à nouveau cette faculté de tout simplement jouer un pick and roll très simple. Ici, son intérieur fait un bon roll avec un bon timing, donc ça l'aide. Il y a un tout petit peu de gravité du coup de Jade Melbourne qui a été, disons, ciblée comme étant la créatrice, une des créatrices les plus dangereuses sur ce match côté Mystics par le Fever. Et du coup, cette gravité pousse la défenseuse extérieure du Fever qui était au marquage sur le corner à 3 points à serrer et à stunt un petit peu sur le drive de Jade. Du coup, shoot ouvert, kick facile, passe facile. C'est bien, c'est très très bien. Des fois, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, ma petite Jade. Ça marche très bien. Donne-moi ça toute la saison, on va kiffer. Remise en jeu, côté Fever, récupération, Lexi Hull qui drive le long de la ligne et qui vient contrer tout simplement Jade Melbourne qui avait tout vu de l'action. C'est la dernière action du match qu'on va regarder. On y va. On va refaire un peu le brief. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un premier truc. Il se passe le grand curl ici de Lexi Hull qui veut récupérer sur l'entrée de jeu en ligne de fond. Donc, écran alia Boston, mais qu'est-ce qui se passe en même temps? On a le cut de Sophie Cunningham avec Jade Melbourne ici au marquage et vous voyez qu'elle ne concède aucun décalage à Sophie Cunningham, ce qui aurait été très dangereux d'ailleurs parce que comme elle ne voit pas la passe arriver, l'autre joueuse des Mystics, la passe avec rebond ici aurait pu être très dangereuse pour Sophie Cunningham. Mais ce qui va se passer en fait, c'est que Sonia Citron va s'embourber dans l'écran d'Alia Boston et on peut la comprendre. Donc, prise de retard et décalage. Le décalage concédé va permettre à Lexi Hull de driver ligne de fond et d'agresser la peinture pour aller chercher un lay-up au cercle. Mais Jade, attirée vers la zone restreinte par Sophie Cunningham, par le cut de Sophie Cunningham, va pouvoir venir en aide et elle est tout de suite aidée. Pourtant, Sophie Cunningham va essayer de ressortir pour attirer Jade Melbourne vers l'extérieur, mais elle est tout de suite concernée par ce qui va se passer. Vous allez voir. Curl, passe. Tout de suite, Jade Melbourne est concernée et vient au contre sur Lexi Hull. On adore. Action encore de lecture. Et puis derrière, rim pressure pour aller chercher la faute. Et là, moi, ça me régale. Action de lecture défensive que j'ai trouvé élite. Le contre, derrière, tu fais rim pressure et tu vas chercher les fautes. Franchement, il m'en faut peu
il m'en faut peu pour être séduit par cette joueuse parce que il y a tous les ingrédients que j'aime, je vous les ai déjà dit. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'a proposé le Fever sur ce match. Il y a une très bonne circulation, il y a beaucoup d'action et de mouvement dans les attaques. De manière générale, de toute façon, en WNBA, je trouve qu'il y a plus de mouvement que dans d'autres ligues, et notamment et particulièrement qu'en NBA. Donc c'est pour moi un aspect positif parce que j'aime voir les attaques bouger et les défenses s'ajuster. C'est ce qu'on a vu un petit peu sur ce débrief tactique léger. Voilà d'autres choses que j'ai vues pendant la pré-saison et qui ne concernent pas cette fois-ci ni le Fever ni les Mystics. C'est d'abord les petites promesses du côté des Valkyries à Golden State, nouvelle franchise dont ça va être la première saison en WNBA cette année. On a une franchise qui est l'idée sur le banc par une coach qui est nouvelle dans son rôle de head coach, mais qui n'est pas à sa première année sur un banc WNBA. Elle a été assistante, elle a même été assistante en NBA du côté des Clippers. Donc c'est un profil à la fois rafraîchissant avec des idées nouvelles, mais qui a aussi de gros challenges sur sa table. Des gros challenges parce que quand vous êtes une nouvelle franchise et que vous arrivez dans une ligue qui est déjà très compétitive, ben, et que vous arrivez dans une ville où il y a déjà une franchise historique de basket qui a connu des dynasties, avec des joueurs qui sont identifiés et qui sont encore des superstars qui jouent au basket en la personne notamment de Steph Curry, eh ben vous avez quand même une fanbase à aller chercher. Et pour ça, il faut développer un jeu, disons, séduisant, attractif, pour que les gens viennent vous voir. Et ensuite, bah, il faut développer un minimum de résultats pour que les gens restent tout au long de la saison, tout en gardant à l'esprit qu'il faut développer les joueuses que vous avez, ou en tout cas, il faut les montrer. Parce que de quoi est composé le roster des Valkyries à l'heure actuelle? Principalement de joueuses de second ou de troisième tiers qui seraient utiles dans des teams de contenders, mais qui ne sont pas réellement, à mon avis, l'ADN de ce que sera le Valkyrie dans 2 ou 3 saisons, et particulièrement après l'intersaison prochaine, puisque le nouveau CBA rentre en jeu en WNBA. Toute une partie des contrats des joueuses actuelles vont se terminer lors de la prochaine intersaison, et donc on va avoir vraiment un rebattage complet des cartes et des effectifs et des rosters dans les franchises WNBA à l'intersaison prochaine. Donc l'objectif des Valkyries, c'est trouver une patte, trouver une identité de jeu, séduire un public local avec cette identité-là, réussir à tanker pour se positionner très haut à la draft, aller chercher peut-être d'autres assets et du capital de draft en tradant des joueuses qui ont montré qu'elles étaient intéressantes pour des contenders qui vont se battre en playoff. Moi, je trouve que c'est une situation qui est vachement intéressante à suivre. Je vais suivre les Valkyries un petit peu cette saison. Et puis, deuxième équipe que j'ai bien aimée et dont, disons, les perspectives me plaisent beaucoup pour les suivre cette saison. Donc, j'ajoute les Valkyries et le Storm du coup de Seattle aux 4 équipes dont je vous ai parlé dans l'épisode 0 de W. Le Storm, tout simplement parce que Gabby Williams, qui était, disons, leur profil historique de défenseur extérieur, sur point d'attaque, etc., vraiment la défenseuse, eh ben, elle va récupérer beaucoup de billes en attaque et il est tout à fait probable que ce soit finalement l'attaquante principale et donc que ça devienne l'incarnation de cette franchise. Pour la joueur française, c'est un sacré pari. Il va y avoir une augmentation du volume en attaque tout en gardant des responsabilités défensives assez élevées. Moi, j'aime ce défi-là. Je pense que Gabby Williams est capable de le relever. J'ai très hâte de voir si elle va être All-Star, si elle va être candidate à un trophée quelconque en fin de saison. Et je pense on a de quoi se régaler du côté du Storm et de suivre cette équipe, ne serait-ce que pour la caution francophone et française, franchement, de Gabby Williams, mais aussi parce que ça va proposer une identité de jeu qui risque, à mon avis, d'en séduire plusieurs parmi nous, quoi. Voilà ce que j'ai à peu près à dire sur la pré-saison WNBA. On refera un épisode dans pas très longtemps sur les premiers matchs WNBA de la saison, qui devrait donc commencer, si je ne me trompe pas, le 17 mai. D'ici là, abonnez-vous à cette chaîne. On fait évidemment pas un podcast sur la WNBA pour les statistiques, sinon on fera autre chose. Mais par contre, recevoir de l'amour, ça fait toujours du bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à discuter en commentaire. Vous avez à peu près cerné quel genre de joueuse je cherchais à regarder, quel genre d'équipe aussi pouvait éventuellement me plaire. Donc si vous avez plus de connaissances que moi sur la WNBA, vous êtes bienvenus évidemment en commentaire pour me glisser quelques noms, soit de franchises, soit de joueuses que je devrais surveiller ou que vous voulez que peut-être je débriefe et sur lesquels vous voulez qu'on parle en images. Je vous dis à très vite dans W pour l'épisode 2 et d'ici là, ciao.